Je vais vous souhaiter 2 bonnes journées de discussion. Moi, je serai là tout le temps puisque je vais prendre plein de notes et tenter à la fin de faire une petite restitution de ce qui s'est raconté. Donc, on va passer 2 très belles journées. On a beaucoup d'invités extrêmement intéressants, intéressantes, pertinentes et pertinents pour votre avenir. Je vais la faire très très courte aussi, mais pour se dire qu'au fond, l'idée de ces 2 jours de discussion, c'est de pouvoir se dire, réfléchir et échanger sur le fait qu'on peut être architecte de plein de manières différentes, qu'on a besoin des architectes à beaucoup de niveaux de la société, c'est-à-dire qu'on peut contribuer collectivement à beaucoup d'autres endroits que simplement, pour le dire un peu caricaturalement, l'endroit de l'agence où on gratte, où on dessine et on fait des bâtiments, quoi. Voilà, au-delà du fait de faire des bâtiments, les architectes peuvent contribuer à voilà, une forme de bien-être généralisé assez étendue. Vous le savez, vous êtes une génération qui est principalement concernée par toutes ces questions. Voilà, on a essayé de prendre la balle au bond pour voilà, vous inciter à rencontrer toutes ces personnes qui font de l'architecture autrement qu'en construisant nécessairement des bâtiments. Moi, je vais m'arrêter là. Je vais passer directement la parole à Boris qui va introduire la première table ronde et chacune de nos invités du matin. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas cet après-midi à rencontrer les uns, les unes et les autres pour discuter plus spécifiquement de vos propres questions. Voilà, on est là 2 jours pour parler de tout ça. Amusez-vous bien. Merci Cédric, merci à tous les invités, merci à vous toutes et tous, notre cher étudiant et étudiants. Je me permets donc de faire quelques minutes d'introduction pour cette première séance de cette matinée avec notre table ronde dédiée à la thématique de l'écriture et l'architecture. Peut-être, ce que je trouve important, c'est juste de rappeler quels sont les enjeux, quels sont les objectifs, quelles sont les raisons pour lesquelles donc, on se retrouve ici ce matin. L'événement Crossroads arrive cette année à sa 2e édition avec ses sujets qui portent sur les matières et les pratiques de l'architecture. Présenter et valoriser les débouchés des métiers et secteurs, favoriser les rencontres professionnelles, explorer et expérimenter les enjeux sociétaux avec une approche perspective. Et donc voici les objectifs tout à fait ambitieux de ces 2 journées qui nous verront ici à l'École nationale supérieure d'architecture de Saint-Étienne aujourd'hui et demain. Donc peut-être, vu que personne d'autre les fera à ma place, pour les inviter surtout quelques mots, 2 mots qui je suis. Pour les invités, je suis Boris Amzeyan, je suis architecte et historien d'architecture, chercheur au Centre Pompidou de Paris et depuis septembre 2023, maître des conférences associées dans les domaines HCA, ici à l'ENSA de Saint-Étienne. Depuis presque 2 années, je m'intéresse avec cette capacité sur la question de l'histoire et des théories de l'architecture et de la construction contemporaine, en me plongeant le plus possible sur un sujet qui me passionne, c'est-à-dire les débats des néo-avant-gardes du seconde après-guerre du XXe siècle, et aussi en tentative d'essayer de construire à l'intérieur du domaine de l'histoire, ici dans cette école, une parenthèse qui a à faire avec l'histoire de la construction et aussi, pourquoi pas, l'historiographie de l'architecture. Et l'objectif de cette première table ronde, pour ce qui me concerne, a à faire aussi, comme le disait Cédric, sur la possibilité d'ouvrir un panorama plus élargi de ce qui est la discipline de l'architecture, pour amener nos étudiantes et étudiants, vous tous, à une question qui dépasse, comme Cédric l'a à juste titre dit, la question de la profession, la question de l'agence de l'architecture et la question donc de la profession libérale. En dépassant donc la question de la commande, la question merveilleuse, je trouve, de la construction et aussi l'art du chantier. Pour s'adresser à une dimension tout à fait intellectuelle, celle de la recherche de l'architecture, celle de l'édition et de l'écriture de l'architecture, pour donc ouvrir un panorama dans lequel notre matière, notre discipline doit forcément s'ouvrir sur un champ élargi qui a à faire avec plusieurs disciplines. Juste pour en citer quelqu'une, l'art
la littérature, en passant aussi pour des questions qui ont à faire avec les militantismes politiques, les avant-gardes artistiques, et pour définir donc quelque chose qui remet complètement en question les concepts d'architecture comme œuvre bâtie. Donc du traité de l'architecture, des traditions vitruviennes, j'utilise ces mots de façon plutôt dangereuse aujourd'hui parce que je sais qu'André est là, donc du traité d'architecture plus en général au manifeste de l'architecture des maîtres, des pionniers du XXe siècle. La tradition de l'architecture a été à la une du débat qui nourrit notre discipline, au point de subsister comme un véritable média privilégié pour la culture du projet. Et donc, à la demande d'une société nouvelle, avec des temporalités nouvelles, même l'édition et l'écriture d'architecture, et donc l'objet du livre et du périodique ont dû évoluer au fur et à mesure du XXe siècle et trouver aussi des nouveaux codes, des transmissions et des diffusions. Depuis, juste pour vous citer des exemples qui me sont très chers, la revue Cosmorama, à l'intérieur de l'Architecture Design en Angleterre, issue de la vision d'avant-garde de Monica Pigeon, ou bien un bulletin d'architecture accéléré, un véritable Architectural Telegram, mieux connu sous le nom d'Archigramme, qui, me semble-t-il, plus que d'autres, peut représenter un véritable point de rupture sur la tradition précédente en ouvrant à de nouvelles portes de l'édition de l'architecture. Si vous regardez cette image qui me parle toujours, un nouveau rôle de l'iconographie, une liberté au-delà des schémas de la grille éditoriale, la transfiguration du texte en figure, l'expérimentation d'un langage créatif, la transfiguration même de ce que jusqu'à cette époque étaient les concepts, par exemple, de manifestes d'architecture. Mais si on regarde l'histoire des 50 dernières années, l'écriture de l'architecture a certes évolué, mais n'a certainement pas disparu. J'espère que les intervenants seront sûrement d'accord avec ça. Et sous l'impulsion de la postmodernité, quelqu'un a dit que nous sommes même parlés par les langages. Et quelqu'un d'autre a dit que l'architecture serait elle-même un langage. Et quelqu'un d'autre encore nous a dit que l'architecture serait un véritable texte. Et donc la voie a été ouverte vers une architecture qui, au-delà de la matière et au-delà du territoire, pourrait aussi être faite des mots et des papiers et qui ont ensemble les discours et les images des Superstudio et Archizoom, autre sujet que je dois gérer avec beaucoup de délicatesse parce que Beatrice Lampariello est là aujourd'hui. Mais qui a généré aussi ce qui est pour moi les plus beaux livres de l'architecture du XXe siècle, l'autobiographie scientifique d'Aldo Rossi et les œuvres, véritables objets et livres, du dernier théoricien du XXe siècle, c'est-à-dire, à mon sens, Rem Koolhaas, avec ses œuvres. Et pour terminer, pour s'approcher aussi à une génération qui m'est plus proche, celle des intellectuels post-rossiens et post-colassiens qui ont revigoré, à mon avis, l'écriture de l'architecture comme une véritable causa mentale, une fait de la pensée, autour du cercle de Office Kerstengers Van Severen, par exemple, Pier Vittorio Aureli et Dogma, Baucou, Salotto Buono, qui avec leur San Rocco ont constitué sans doute pour une génération entière, la mienne au moins, une nouvelle référence de l'écriture d'architecture. Eh bien, donc on arrive maintenant au moment le plus intense de notre table ronde. Donc je suis ravi de pouvoir accueillir 7 figures professionnelles tout à fait riches et différentes, les unes avec les autres. Donc, c'est difficile de tenir une table ronde avec 7 intervenants dans une si court délai. Donc, j'ai proposé un format un peu plus hybride dans lequel j'essaierai de donner la parole tout d'abord à chacun et chacune de nos intervenants et intervenantes pour vous permettre de connaître mieux leur rôle autour de la question de l'écriture et de l'édition. Et après, avec une série de questions, les miennes et j'espère aussi, surtout, les vôtres, animer donc un débat interactif avec vous toutes et tous. Donc, je commencerai avec Emmanuel Caille. Merci pour être là parmi nous. Je me permets en 2 lignes
de faire l'effort et les tentatives très difficiles de résumer votre parcours. Et après, je vous laisserai la parole. Emmanuel Caille, architecte et critique d'architecture. Il a pratiqué l'architecture au sein des grandes agences parisiennes avant de fonder la revue d'architecture d'A en 2002, mensuel dont depuis les rôles de rédacteur en chef. En 2019, Emmanuel a créé les premiers prix de la critique architecturale en France, les prix d'architecture 10+1. Emmanuel a enseigné dans les écoles d'architecture françaises et participe aujourd'hui à plusieurs débats et jurys en France et à l'étranger. Et Emmanuel, je vous laisserai la parole pour introduire maintenant, si possible. Oui. Bonjour, merci de votre invitation. Je suis très content d'être là ce matin avec vous, parce que je me souviens que quand j'avais votre âge, j'étais en école d'architecture, on se posait beaucoup de questions et on avait peu de réponses. J'ai mis des années à y répondre. J'espère qu'on va vous aider à répondre un peu plus vite. Oui, moi, mon parcours, il est particulier parce que j'ai été, comme vous, j'ai fait mes études, j'étais architecte, j'ai pratiqué, et jamais j'aurais imaginé écrire un jour, en fait, faire de la presse. C'était pas un objectif. Mon objectif, c'était de construire, tout simplement. J'avais une formation par ailleurs assez plutôt littéraire, sciences politiques, mais qui est revenue après. Donc je suis arrivé un peu par hasard dans le monde de l'édition. Et si je fallait résumer, en fait, à mon sens, la question qui se pose, que je me suis posée et qui se pose, c'est qu'est-ce que c'est que d'arrêter de construire pour écrire ? C'est-à-dire quand on est architecte, a priori, on veut transformer le monde, construire et arrêter. Est-ce que c'est une frustration, par exemple ? C'est une question qu'on pose très, très régulièrement. Pour ça, je vais vous lire une courte phrase de Jean-Luc Godard. Alors, pour ma génération, Jean-Luc Godard, c'est connu. Je ne sais pas si tout le monde connaît aujourd'hui. C'est le réalisateur d'À bout de souffle et de Pierrot le Fou. C'est quand même la figure majeure du cinéma, je pense, de la deuxième moitié du XXe siècle. Et en 1962, il écrivait, alors je lis parce que je ne me rappelle pas tout, il écrivait « Nous nous considérons tous, au cahier du cinéma, comme de futurs metteurs en scène. Écrire, c'est déjà faire du cinéma. Car entre écriture et tournée, il y a une différence quantitative, non qualitative. En tant que critique, je me considérais déjà comme un cinéaste. Aujourd'hui, je me considère toujours comme critique. Mais au lieu de faire une critique, je fais un film, quitte à y introduire une dimension critique. Je me considère comme un essayiste, je fais des essais en forme de roman, seulement je les filme au lieu de les écrire. » Et j'avoue que je pourrais vraiment dire la même phrase avec ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire que effectivement, je ne crée plus des formes, des objets, etc., mais j'ai vraiment l'impression tous les jours d'agir en architecte, c'est-à-dire de regarder être architecte. Est-ce que c'est construire ? Je pense qu'être architecte, ce n'est pas construire, c'est aussi construire, mais être architecte, c'est regarder le monde, voir ce qui fonctionne, ce qui est beau, ce qui l'est moins, ce qui pourrait être mieux, de porter un regard critique sur ce monde, et en fonction de cette analyse, de ce regard que l'on porte, effectivement, peut-être de construire, d'améliorer, de transformer. On voit que de plus en plus la question qui se pose, c'est l'objet du prochain numéro de DA. Faut-il encore construire ? En tout cas, s'il ne faut plus construire de neuf, ou presque plus, il est évident qu'il faut continuer à transformer le monde, parce qu'il suffit d'ouvrir les yeux pour voir tout est à faire. C'est-à-dire que même si on ne va plus construire, couler des milliards de tonnes de béton, ce matin, quand je me suis levé, que j'ai regardé de la chambre de mon hôtel, il y avait un paysage, le paysage de Saint-Étienne, et il était à la fois, je pourrais dire, assez laid, et en même temps, il avait une potentialité de beauté absolument incroyable. C'est-à-dire que j'avais le sentiment qu'en tant qu'architecte, sans démolir, en changeant presque rien, peut-être en soignant les choses, en transformant une ou deux, on pouvait le rendre très très beau. C'est-à-dire que, je pense vraiment que, je connais beaucoup moins Saint-Étienne que vous, mais on voit très bien que c'est une ville qui, en la laissant telle qu'elle est dans ses formes générales, pourrait devenir une ville absolument somptueuse. Et c'est avec un regard critique qu'on peut le faire. C'est pas en démolissant et en reconstruisant, c'est en analysant les choses
et en imaginant ce qu'on peut faire. Alors, cette critique, elle peut être faite effectivement par tout critique, et vos enseignants de projet, c'est des critiques, en fait. Ce qu'ils disent sur vos projets, ils pourraient l'écrire, ils pourraient faire une revue où ils critiquent les projets. Nous, on le fait sur des projets qui ont été construits en général, pour essayer de se demander si ce qui est fait sont les choses à faire ou pas. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il faut que je prolonge un petit peu ou si on verra après. Mais sur la revue elle-même, je pourrais développer plus tard ma vision de la revue que j'ai créée, que je n'ai pas d'ailleurs fondée, parce qu'elle existait avant. Je l'ai refondée totalement, mais le titre existait avant. Oui, moi je pense que si vous voulez vous attarder encore sur ces points-là, je pense que c'est absolument pertinent. Alors, de les faire pour parler très simplement de la revue, dont voici le dernier numéro, qu'est-ce qu'une revue d'architecture ? Je pense qu'une revue d'architecture, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très différent de ce qu'elles étaient jusqu'aux années 80-90, parce qu'il y a eu deux choses qui ont changé radicalement, évidemment, la presse. L'une, c'est évidemment l'arrivée d'Internet et de sites sites d'architecture où il y a un défilé d'images, où on peut scroller à l'infini des images de villas à travers le monde, de magnifiques villas à travers le monde, où l'information est immédiate, c'est-à-dire qu'on n'attend pas de recevoir sa revue mensuelle pour savoir ce qui se passe, tout est un peu immédiat, donc ça a tout changé. L'autre aussi, c'est que, et ça c'est une bonne chose, en tout cas en France, mais aussi en Europe, il y a de plus en plus de chercheurs dans les écoles qui produisent des textes, qui produisent des revues, des revues scientifiques. En fait, donc les textes scientifiques sont publiés en général d'abord dans les écoles d'architecture, enfin à travers les écoles d'architecture. Quelquefois, il y a des livres, il y a aussi plus de livres qu'avant, alors que jusqu'aux années 80, les grands textes de Venturi, tout ça, ils étaient publiés dans les grandes revues internationales, ce qui ne se fait plus aujourd'hui. Donc ce rôle a un peu disparu, et alors après, dans chaque revue, chacun fait ce qu'il veut, mais nous, le but, c'est une revue qui s'adresse aux architectes, aux étudiants et aux architectes qui construisent. C'est justement de mettre en rapport, je dirais, tout ce qui est la recherche, les questionnements des architectes, de les formuler, de les rendre plus accessibles, et de mettre l'accent sur ce que sont les évolutions d'aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est vraiment, moi je le conçois comme un outil pour la création architecturale. Je dirais très pragmatiquement, c'est ça. C'est-à-dire que je pense que dans la revue, il n'y aura jamais un texte totalement innovant, parce que vous trouverez toujours quelqu'un avant qui a écrit un texte sur quelque chose, alors qu'avant, ce n'était pas forcément comme ça dans le monde de l'architecture. Donc, nous, on le voit vraiment comme un outil pour les architectes et aussi les maîtres d'ouvrage. Il y a l'idée que les maîtres d'ouvrage, donc les clients, lisent aussi ces revues et se disent, tiens, au lieu de faire toujours appel à Jean-Michel Villemotte ou Jean Nouvel, il y a d'autres architectes qui existent, des jeunes générations qui font des projets très très intéressants, et c'est de promouvoir cette architecture. Donc c'est comme ça que moi je conçois cette revue, voilà, en deux mots. Mais évidemment, je pourrais développer beaucoup plus. Absolument. Merci Emmanuel. Je voudrais rester alors sur la question de la revue d'architecture, du périodique d'architecture. On a la chance aujourd'hui d'avoir parmi nous Maryse Canton, qui pourra aussi nous donner encore un éclaircissement supplémentaire, complémentaire à ces sujets. Donc, Maryse, tu nous entends ? Oui, très bien. Très bien, merci beaucoup, merci pour être là. Je me permets donc de t'introduire avec quelques phrases à propos de ton parcours. Donc, Maryse Canton, architecte de formation, tu es journaliste, collaboratrice régulière de la revue d'architecture d'art et tu collabores avec plusieurs magazines français et étrangers. Maîtresse de conférences associée, en TPCAU à l'ENSA de Nantes et autrice de plusieurs ouvrages, dont les derniers Habiter autrement. Donc, je voudrais t'entendre donc sur les mêmes sujets pour avoir une continuité avec notamment ce qu'Emmanuel était en train de nous raconter. Merci. Merci, Vous Maryse. m'entendez bien? Ça va? Oui, parfaitement.
Ok. Oui, donc comme tu disais en introduction, il y a effectivement aujourd'hui plein de manières d'être architecte. Et moi, ce n'était pas forcément mon cas quand j'ai étudié. J'ai 48 ans et j'ai eu mon diplôme en 2001. Et à l'époque, il n'y avait pas plein de façons d'être architecte, en tout cas pas dans mon environnement direct. Et la plupart de mes camarades de promo sont tous devenus architectes en agence où ils ont créé leur agence. Donc la question, c'était tout ça pour dire que je trouve ça extrêmement intéressant, cette initiative de Crossroads qui permet aussi de rendre compte de la diversité des pratiques aujourd'hui. Et je pense que c'est extrêmement important d'en rendre compte auprès des étudiants et de leur montrer qu'il n'y a pas qu'une seule voie possible. Donc, dans quelle mesure l'écriture ou l'architecture écrite fait partie de ma pratique, c'était la question initiale. Donc, dans mon cas, je considère plutôt qu'il s'agit d'écriture sur l'architecture. Donc, elle fait évidemment partie de ma pratique professionnelle, c'est même le cœur de mon travail. Donc, je suis journaliste, comme tu le disais, j'écris des livres. J'ai un parcours assez atypique parce que comme si Emmanuel disait que lui, il n'avait jamais envisagé écrire, moi, j'ai jamais envisagé construire. Donc c'est vrai que des fois on me dit mais pourquoi tu avais des études d'architecture? Je n'ai pas trop de réponses, mais il n'empêche que je me suis jamais vue derrière un ordinateur sur AutoCAD ou Archicad ou je ne sais quoi. Donc j'ai fait mes études à l'école d'architecture de Rennes et je n'ai jamais travaillé une seule journée dans une agence d'architecture puisque après mon diplôme, j'ai fait un stage tout de suite dans la revue AMC et puis je suis jamais sortie du milieu de la presse. Donc j'ai passé 10 ans à AMC, puis maintenant je travaille comme journaliste en freelance pour différentes revues d'archi, dont la revue d'A, dont Emmanuel est le rédacteur en chef. Euh, donc moi, je crois vraiment à la forme écrite comme un outil avant toute transmission. Je considère mon métier comme une manière de rendre compte de l'actualité, des bâtiments que je visite, des rencontres que je fais, des démarches. Et c'est vrai que dans la revue d'A, on essaye aussi de raconter un peu des prises de position différentes, des architectes un peu moins connus que ceux qu'on peut voir partout, peut-être dans la presse plus grand public, et de rendre compte surtout des démarches. Donc là, l'écriture, elle fait également partie de mon activité, ma pratique académique, puisque je suis maîtresse de conférences associée à l'ENSA Nantes en TPCAU. Donc j'enseigne en licence et en master. Et on se rend compte que l'écriture dans les écoles d'architecture, alors je ne vais pas parler pour toutes les écoles, mais en tout cas à Nantes et dans les écoles dans lesquelles j'ai pu passer, l'écriture est souvent vue comme un exercice imposé, quoi, sous la forme du mémoire de master, du mémoire de la notice de PFE, du mémoire de HMO, et c'est rarement un outil qui est utilisé pour le plaisir. Donc c'est vrai que moi, à travers mon enseignement, j'essaye de l'utiliser comme un outil au même titre que le dessin, au même titre que la représentation. Et alors, c'est toujours un peu compliqué parce que c'est souvent vécu comme un peu une contrainte au début pour les étudiants. Et puis au fil du semestre, ils finissent par y prendre plaisir. Et ça, c'est assez agréable parce que c'est quand même assez hallucinant qu'on enseigne aussi peu. Alors, je ne sais pas si on peut dire enseignement d'écriture, mais en tout cas qu'on n'aide pas plus les étudiants à se former à ces questions-là, sachant que ça va être omniprésent dans leur pratique professionnelle. Ils vont sans cesse devoir écrire sur leurs projets, sur des notes méthodo. Enfin, c'est une partie assez importante. Et c'est vrai que c'est assez peu présent à l'école. Et d'ailleurs, on se rend compte par la suite que pour les architectes, peut-être qu'Annabelle en parlera, mais c'est vrai qu'ils sont vraiment rarement les mieux placés pour écrire sur leur travail. Et c'est un sujet qui finalement traverse toute la pratique professionnelle depuis le début des études jusqu'à l'exercice quand on a une agence. Donc voilà, moi l'écriture, c'est omniprésent dans ma pratique et donc je suis très contente de pouvoir parler de ces questions-là avec vous. Merci Maryse. On va sûrement retourner sur la question du rôle de l'écriture d'architecture au sein de l'école
et dans les parcours pédagogiques. Donc, question que tu soulèves et qui, à mon sens, a une grande importance. Je voudrais continuer donc cet parcours à l'intérieur du domaine des éditions d'architecture en donnant la parole à Christopher Dessous. Merci pour être là avec nous aujourd'hui, pour avoir accepté aussi donc, au Maris de revenir pour cette nouvelle édition de Crossroads. Donc, j'essaye donc en 2 mots, je me permets d'introduire ton parcours. Un parcours, dans ton cas, multidisciplinaire, dans les arts appliqués. Christopher, tu adresses l'architecture comme une discipline aux frontières perméables, en passant du design aux arts visuels, à travers aussi les domaines de la scénographie. Tu as fondé PAF Atelier en 2015 et tu as aussi plus récemment monté la revue d'architecture Pli et ensuite la maison d'édition Pli Office, Office, en créant aussi la revue GTM. Donc, Christopher, je te donne la parole. Eh ben, bonjour à tous, je suis ravi d'être là une nouvelle fois avec vous. J'ai pas pu venir en physique parce que j'ai pas mal de trucs à Paris. En tout cas, merci et puis je suis très honoré d'être en compagnie de si belles personnes. Je partage mon doc ou comment veux-tu qu'on fasse? C'est juste une présentation rapide ou je présente mon document? Tu peux absolument nous montrer de l'iconographie, donc les diapos que tu avais préparés. Si tu arrives à faire les Ouais. partages, parfait, nous on arrive à les voir d'ici, donc tout est OK. En tout cas, ouais, je vous voyez tous, j'imagine. C'est assez rapide la présentation que je vais faire, c'est juste pour comprendre l'articulation. Donc moi, je suis architecte de formation. Je sors de l'école de Versailles en 2015. Je monte une association qui s'appelle Pli Édition. J'ai l'honneur d'accueillir plein de gens, dont Emmanuel Caille dans la revue et d'autres personnes, même André Tavares, que je suis ravi de revoir. Et cette revue a duré pendant presque 6-7 ans en tant qu'association. Et en parallèle, en 2018, j'ai créé du coup PAF Atelier, qui est un peu mon organe de scénographie architecture. Donc moi, à la différence peut-être des expériences qu'il y a eu précédemment expliquées, j'ai commencé par essayer d'écrire. J'ai trouvé des modules, enfin une façon en fait d'éditer. Et ensuite, je suis revenu à l'architecture et à la scénographie en essayant de trouver, à travers le travail de l'édition, à travers de l'écriture et des rencontres, une façon de me positionner en tant qu'architecte. Donc, essayer de faire autre chose, essayer de faire de la scénographie, essayer de tester des nouveaux médiums, essayer de travailler avec d'autres types de clients. Donc la particularité de l'atelier, c'est de travailler à la fois dans le retail, à la fois dans la muséographie et à la fois dans le spectacle vivant, avec une variété de travail et d'applications très large, et surtout avec le souhait de décloisonner à fond les barrières entre architecture et design. Dans ce cas-là, dans les 3 cas que je vous montre ici, à gauche, tout à gauche, c'est un travail que j'ai opéré avec des étudiants à l'école d'architecture, l'école de design de l'UQAM à Montréal. On a travaillé à partir d'une obsession qui m'est très chère à l'atelier, c'est celle du gonflable. Donc le gonflable, ça a l'air de rien, ça a l'air d'être quelque chose assez de l'ordre du loisir. En fait, c'est un objet qui a été fabriqué par des artisans, et par un artisan en particulier, et qui a été dupliqué dans l'espace. Au milieu, vous voyez un extrait en fait d'un travail muséographique qu'on est en train de faire. On travaille sur les seuils, les portes et les couleurs. Dans la 3e image, c'est travailler au niveau du défilé, travailler au niveau en collaboration avec des marques. Et tout à droite, c'est quelque chose de beaucoup plus culturel, notamment au Théâtre du Châtelet. Tout ça pour dire que l'édition j'ai jamais perdu ce pied-là. Par contre, le fait d'être indépendant et de ne pas avoir de gros investisseurs sur mes projets éditoriaux crée énormément de friction en fait dans la production en fait de nouveaux écrits et dans la production de nouvelles formes. Sachant qu'aujourd'hui le papier coûte extrêmement cher. Je pense que les gens autour de la table le savent plus que moi. Mais en tout cas, produire du livre et produire du papier aujourd'hui, c'est très très onéreux et c'est de moins en moins accessible. Dans le sens où il ne faut pas se planter, quoi. Et du coup, Pli Édition, à l'époque, en 2015, avait donné lieu à une sorte de cristallisation qui était là, une seule revue. Donc, c'est les 2 revues que vous voyez là. Il y en a eu 6 en tout, mais je vais assez rapidement. Ça ne sert à rien de parler des heures. Mais en gros, c'était vraiment une revue autour de l'architecture et l'édition et comprendre, en fait, qu'est-ce qui s'imbrique,
par quoi on commence? Est-ce qu'on commence par écrire, puis on construit? Est-ce qu'on construit, puis on écrit? Et l'idée, c'était vraiment de pouvoir interroger le maximum de personnes qui ont des disciplines aussi très différentes, ou en tout cas connexes, pour comprendre le sujet. Ensuite, dernièrement, donc j'ai fait une pause pendant à peu près 3 ans d'édition. Et il m'est arrivé plein de choses personnellement et puis professionnellement aussi, avec des gros projets qui m'ont demandé de me déplacer aussi à l'international. J'ai profité de l'année, d'une année un peu plus calme pour relancer du coup Pli Office. Donc c'est plus Pli Édition, mais c'est Pli Office. Ça devient un bureau de recherche et d'investigation sur la ville, mais pas que. Aussi sur le design et ce rapport qu'on a avec les objets. Et c'est une première proposition éditoriale qui est sortie en septembre dernier au pavillon de l'Arsenal. Ça s'appelle JTM, c'est Je t'aime en abrégé. C'est un peu c'est un peu la façon la plus cool de dire cette phrase. C'est une façon en fait de faire un clin d'œil à quelque chose qui nous est très quotidien en fait, qui est de l'ordre de nos émotions en fait, qui est de l'ordre de notre pratique et de notre, on va dire notre rapport humain. Qu'on a un peu tous les jours avec les gens qu'on aime ou qu'on aime moins. Et en tout cas, l'idée, c'est de travailler à chaque fois avec une thématique. Donc, cette première thématique, c'est Pour que tu m'aimes encore. Pareil, toujours dans la question toujours dans les frontières que j'aime travailler, presque de manière presque artistique. L'idée, c'était d'injecter une chanson que tout le monde connaît, donc très populaire, qui a un rapport aussi à notre famille, à un certain passif, et de l'injecter dans l'architecture et le design. Ça crée une revue de 200 et quelques pages, avec en tout 140 personnes qui interviennent dedans et qui donnent des points de vue très différents, soit à travers un projet, soit à travers un écrit, ou soit à travers une proposition de portrait ou d'interview. Et cette revue-là a été éditée en 4 couvertures différentes. Il y a un extrait avec l'atelier Blâme notamment qui fait partie de cette revue. Pour terminer, l'édition éditer et construire, j'ai tendance à les relier, en tout cas à essayer de les questionner au maximum. Construire, pour moi, a une définition beaucoup plus large. Elle n'est pas forcément celle d'un bâtiment comme on peut peut-être l'imaginer en tant qu'architecte. Aujourd'hui, en tout cas, la nouvelle génération, j'ai que 32 ans, mais en tout cas, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'on a besoin, et en fait, la nouvelle génération a besoin de reconsidérer et de réécrire la façon avec laquelle on construit les bâtiments de demain. En tout cas, se pose véritablement la question de leur place au sein des agences d'architecture, et mon travail au quotidien est d'essayer en fait de créer des passerelles, en tout cas des moments d'exposition, des moments d'édition, des moments de rassemblement, de conférences, etc. Et de scénographie, en tout cas d'espace, pour essayer de les questionner. Donc à travers cette exposition que vous voyez à gauche, au pavillon de l'Arsenal, on a essayé de re-questionner la question de la place du design dans l'architecture en injectant au pavillon de l'Arsenal, qui est quand même un grand mastodon de l'architecture et de l'urbanisme à Paris, hyper référencé, des objets qui vont de l'objet industriel jusqu'à l'objet collectible, que j'appellerais objet unique. Au sein du pavillon de l'Arsenal, c'était assez marrant, avec un showcase autour de cette chanson. Voilà. Tout ça pour conclure que ma pratique d'architecte, elle est, on va dire, très large. Je pense qu'elle est encore elle est sans cesse en apprentissage pour moi, et sans cesse une quête très empirique de comprendre en fait quel architecte j'ai envie d'être. Et je pense qu'à 32 ans, c'est encore jeune pour savoir exactement quel architecte je suis, mais en tout cas, l'idée c'est d'entreprendre, et c'est à travers l'entreprise en tout cas que moi je vois ma façon à moi de construire un peu les choses. Voilà. J'espère avoir fait le tour. Merci Christopher. Et je voudrais continuer en essayant de construire des ponts entre la question des éditions et la question du monde académique et de la recherche. Je voudrais donner la parole à André Tavares. André, merci pour être là parmi nous. Tu es architecte, chercheur, curateur et éditeur. Tu es directeur depuis 2006 des éditions Daphné. Tu as dirigé les
Journal Architectos de 2013 à 2015. Pardon pour ma prononciation du portugais. Et tu as été le commissaire de la Triennale d'architecture de Lisbonne en 2016, The Form of Form. Tu es chercheur à la faculté d'architecture de l'Université de Porto et tu as publié une longue série d'ouvrages parmi lesquels j'aime mentionner The Anatomy of the Architectural Book, dont on a entre autres discuté hier, Architecture Follow Fish, qui m'intrigue beaucoup, et Vitruve hors texte. Merci. Merci de cette invitation. C'est un plaisir être ici avec vous. Et qu'est-ce que j'avais apporté trois images. Si elles sont pas très importantes, mais elles m'aident à suivre les idées que j'avais pour démarrer cette présentation, et qui est plutôt autour du livre en tant qu'objet et en tant que forme architecturale, en tant que construction. Je me suis diplômé comme Maryse en 2000 plus précisément, et j'ai commencé à travailler en tant qu'architecte. J'avais déjà un peu de travail avant, et il y a eu une séquence de crise économique assez importante au Portugal. Et le fait, c'est que ma génération n'avait pas du travail. Il n'y avait pas du travail pour les architectes entre 2008 et 2014-15. Maintenant, c'est déjà très différent. Mais à un moment donné, il y avait vraiment une absence de travail. On a eu besoin soit d'émigrer. J'ai des copains qui habitent ici, en France, en Suisse, aux États-Unis, à Norvège, peu importe. Moi, j'ai toujours aimé écrire, et j'avais eu ce rapport avec cette maison d'édition, Daphné, initiée par mon père, et que j'ai profité pour publier quelques ouvrages d'amis, quelques livres et quelques projets critiques, on pourrait le dire, en tant qu'idée d'architecture. En tant qu'on ne faisait pas nos bâtiments, on imaginait des anecdotes, parfois des histoires, même des conneries, et on aimait les publier pour les rendre publics, littéralement, pour les partager avec des gens qu'on connaissait et qu'on ne connaissait pas. Et ce travail avec le livre, ce travail éditorial qui continue toujours, on a déjà eu plus d'une centaine de livres publiés, m'a amené à faire un doctorat. Et j'ai utilisé le travail d'écriture et le travail de recherche académique comme débauché professionnel. Je crois qu'on dit comme ça, pour trouver du travail finalement. Alors j'ai commencé à écrire en tant que chercheur. Et c'est cette écriture, tu peux passer au deuxième slide, qui m'a amené à ce livre, The Anatomy of the Architectural Book. Et c'est un livre qui pour moi a été très important. C'était après le doctorat, ce qui est une piège. La recherche en tant que profession, c'est très dangereuse parce qu'on a une bourse pour 4 ans. On est hors du marché du travail, et à la fin, on a un doctorat, très bien, mais maintenant, on n'a plus de travail. Il faut trouver une autre bourse. Et c'est au moment de cette deuxième bourse postdoctorale que je me suis dit, bon, j'ai du travail de l'histoire de l'architecture, c'est ce que je faisais à l'époque, de l'histoire des technologies, l'histoire de la construction aussi. Et je fais des livres, alors en rapport entre recherche et pratique, c'est rechercher l'histoire des livres d'architecture. Et ce livre m'a amené à une hypothèse de travail que j'ai poursuivie pendant des années, c'est qu'en tant qu'architecte, on a une certaine façon de regarder le monde, comme l'a dit Emmanuel. On pense d'une certaine façon, on imagine les choses, on répond, on touche les objets avec un certain regard, et on peut le matérialiser soit dans des bâtiments, soit dans des livres. Quelles sont les approches projectuelles qu'en tant qu'architecte,
on a, à travers l'histoire, utilisé pour bâtir des livres. Et c'est ça un peu l'hypothèse de ce travail que j'ai écrit, pas en portugais, comme j'écrivais d'habitude, mais en anglais. Et du point de vue de l'écriture, ça m'a amené à une autre chose assez curieuse, c'est pour qui est-ce qu'on parle. Et ce changement, ça m'a un peu fait sortir du Portugal et trouver d'autres interlocuteurs en tant que chercheur, en tant qu'écrivain, et surtout m'a presque fermé dans les bibliothèques. En tant que chercheur, je commençais à être, j'étais un architecte, chercheur, j'aime les bâtiments, et je regardais plutôt les livres. J'étais tout le temps en bibliothèque. Je dis, est-ce que c'est ça la recherche en architecture? Est-ce qu'il me manquait les bâtiments? Mais avant d'aller sur cette histoire, la troisième image, ce travail m'a porté à une espèce de commande, à une autre bourse, à un autre fellowship à Zurich. Et ils avaient une bibliothèque qu'ils voulaient exploiter. Et j'ai proposé de chercher, de faire des recherches dans cette bibliothèque. Et j'ai écrit ce livre Vitruvius Without Text, dont je vais parler cet après-midi. Je l'ai écrit en anglais et j'ai toujours continué cette écriture autour du rapport entre qu'est-ce que les livres peuvent faire à l'architecture, comment les architectes, dans ce cas, c'est pas comment est-ce qu'ils ont bâti les livres, mais utiliser les livres pour bâtir. C'est un peu le sens inverse. Et Vitruve comme autorité qu'on utilise pour construire. Et le livre vient d'être traduit en français, ce qui me fait beaucoup de plaisir. Il est devenu Vitruve hors texte. Et ça revient à cette histoire d'échange entre langues, d'écriture à plusieurs langues, et la possibilité que l'écriture amène à trouver des interlocuteurs, à établir des débats, à découvrir d'autres clients. Et comme j'avais marre des livres, j'ai un peu arrêté les recherches autour des livres et je suis parti à l'océan, et d'où les poissons que je ne vais pas parler à présent, pour une prochaine. Merci André. Restons sur les domaines de la recherche. Je suis content d'accueillir ici pour cette deuxième édition Beatrice Lampariello. Merci pour être là parmi nous. Beatrice, tu es professeure d'histoire et théorie de l'architecture contemporaine avec une formation d'architecte. Tu as eu une longue activité de recherche et d'enseignement à l'École polytechnique de Lausanne avant d'arriver à l'Université catholique de Louvain à Bruxelles. Et dans ta carrière, tu as publié plusieurs monographies et articles sur les œuvres, parmi les autres, d'Helem Koolhaas, d'Aldo Rossi et de plusieurs protagonistes de l'avant-garde radicale florentine. J'avais à peu près votre âge quand j'ai décidé de dédier ma vie à l'écriture. Je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire, mais je savais que je voulais étudier, je voulais comprendre. Et quand j'avais votre âge, je ne savais pas qu'est-ce que signifiait rédiger un texte, qu'est-ce que signifiait écrire un article ou un livre. Et maintenant, avec quelques années d'expérience, j'espère de savoir un peu plus, même si pas encore complètement. Alors pour moi, rédiger un texte, c'est l'acte d'une représentation au moyen des signes graphiques conventionnels. Et donc, rédiger un texte, par définition, rédiger un projet. Rédiger un texte, donc, c'est la concrétisation d'une pensée créatrice. Rédiger un texte, c'est l'impression sur une feuille numérique ou analogique d'une idée qui a été construite à travers des visites d'expos, des visites de musées, des visites de bâtiments, des visions de films, des lectures des livres et des expériences de vie. Donc rédiger un texte, c'est un acte hautement subjectif qui s'adresse à une collectivité qui est faite par des étudiants, des étudiantes, des professionnels qui sont intéressés à une forme particulière d'architecture
qui soit écrite, dessinée, exposée, construite, en tout cas considérée comme l'émanation d'une pensée acquise à travers l'expérience et l'étude. Rédiger un texte, donc, c'est la transformation de l'architecte dans un opérateur culturel. Rédiger un texte, c'est surtout la transformation des signes graphiques traditionnels du projet d'architecture en mots pour la construction d'un espace qui est particulier, parce que c'est un espace de connaissances, des sujets, des thèmes, des personnalités qu'on doit approfondir, apprendre, découvrir et comprendre. Rédiger un texte, donc, n'est pas simplement ce qui anticipe et suit les chantiers. N'importe quel type de projet accompagné des textes, plus ou moins techniques. Pour moi, les textes deviennent même une alternative visionnaire au chantier. Ces représentations, donc dessin de la réalité et de l'imagination, mais aussi maquette, modèle, donc un prototype pour d'autres projets. Rédiger un texte, donc, c'est avancer et reculer pour une révision critique continue d'un projet d'architecture qui doit désormais être considéré comme un véritable récit, comme une véritable narration. Et enfin, rédiger un texte, pour moi, c'est chercher dans les méandres du passé et de la contemporanéité de nouvelles directions pour comprendre la complexité du monde et indiquer des avenirs possibles, exactement comme tout projet d'architecture vise à faire. Merci Beatrice. Je voudrais me plonger sur un domaine dans lequel architecture et écriture s'ouvrent, dialoguent de façon puissante et créative avec les mondes de la profession, les mondes des clients, les mondes des commandataires. Donc je voudrais donner la parole à Annabelle Hagman. Annabelle, merci pour être là parmi nous. Après un parcours tout à fait fascinant, je trouve, entre droit d'auteur, danse et culture scientifique, sur lesquels je voudrais t'entendre à l'instant. Annabelle, tu as interprété l'architecture comme un outil pour déconstruire les rapports de domination entre vivants et sur les vivants. Fondatrice des AHA Bureau de communication centrée sur les questions d'émancipation de l'habitat, du post-carbone, du post-capitalisme et sur les concepts d'Europe. C'est autour de ces thèmes que tu accompagnes plusieurs acteurs du projet, parmi les agences d'architecture, des associations, des collectifs, des paysagistes, des bailleurs, sur les chemins de la transformation. Je vais lancer la présentation que tu as préparée et je te donne la parole. Merci Boris, merci à Nathalie Froger et Cédric Libert pour cette invitation. Je suis ravie d'être aujourd'hui dans cette école d'architecture de Saint-Étienne que je ne connaissais pas, dans une ville que je connais peu, où je suis arrivée difficilement hier, avec un train qui s'est arrêté, donc un peu fatiguée. Je suis ravie d'être dans ce panel avec un certain nombre de personnes avec lesquelles j'ai des habitudes de collaboration, de discussion, de dialogue, quasiment avec chacun d'entre vous. Alors, ça me semblait intéressant de mettre en perspective le fait que j'étais aussi la seule non-architecte de cette table ronde. Donc, je trouve ça assez drôle parce qu'on est dans un événement, Crossroads, et donc un panel qui vise à retourner le paradigme, c'est-à-dire à considérer qu'on pourrait partir de l'architecture, s'en aller, alors que vous êtes au début, hein, quand même, enfin à la fin d'une formation, mais au début d'une vie professionnelle, et déjà partir pour aller vers l'édition, la culture, peut-être l'art, peut-être même la politique, et travailler à comment on pourrait faire transitionner cette société, le monde dans lequel on vit. Donc peut-être qu'on pourrait, avec vous, enfin vous avez un peu l'amorce d'une réflexion qui serait que l'architecture, c'est pas simplement une pratique unitaire, celle d'un seul et unique métier, mais peut-être un domaine, donc une compétence et un domaine assez large et assez élastique. Alors pourquoi moi, en tant que non-architecte, j'ai fait le mouvement inverse et je suis allée vers l'architecture? Moi, ce qui m'a animée, et ce qui m'anime encore d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas penser qu'on se demande ce qu'on va faire dans la vie simplement à 19, 20, 21, 22. Moi, personnellement, je me demande toujours ce que je vais faire dans la vie. Je pense que c'est assez sain de continuer à réfléchir à ce qu'on va devenir, parce qu'on est tous des êtres en devenir et qu'il y a un chemin à parcourir et une enquête à poursuivre.
Et quand je regarde rétrospectivement, parce que quand même les années passent, le temps passe, en grandissant, un peu le chemin parcouru, j'ai l'impression qu'on peut l'analyser effectivement comme une enquête. Moi, ce qui m'a vraiment mobilisée, ce qui m'a activée, c'était la volonté de déplafonner. Déplafonner pour moi-même, mais aussi pour les autres, les ambitions. C'était de détruire les murs invisibles. C'était aussi peut-être de dépasser les plafonds de verre. On en parle encore et toujours de ces fameux plafonds de verre qu'il faut dépasser. C'était aussi, ça l'a toujours été, de décloisonner les approches. Certains, dont Christopher, en ont parlé, mais ça c'est un vecteur très intéressant et on le voit encore dans les pratiques professionnelles. Il s'agit toujours de désiloter, comme on dit, c'est-à-dire de décloisonner. En gros, la question de la fluidification, la question de la désassignation à une fonction, à un genre, peut-être à une classe sociale, peut-être à un parcours qui était tout établi, ce sont les motifs qui ont guidé mes enquêtes, mes recherches et mon parcours professionnel. D'une certaine manière, c'était changer de paradigme. Donc, moi, j'ai commencé par des études littéraires. Donc, c'est vrai que ça sert de savoir, d'abord de savoir lire. On en a beaucoup parlé ici. Je pense que vous êtes des lecteurs. C'est important de lire. C'est important aussi de savoir écrire. Je dirais même plus que de lire ou écrire. Ce qui est important, c'est de savoir conceptualiser. C'est-à-dire conceptualiser et problématiser. Parce qu'écrire, il faut trouver une problématique, trouver une question qui va devenir un sujet, qui va devenir un sujet de polémique, un sujet de discussion. En tout cas, une manière de créer une interaction avec quelqu'un en face de soi. Donc, c'est la question. Donc, la formation littéraire a été une aide. Et puis après, en parallèle d'une maîtrise de lettres, j'ai aussi, je me suis intéressée à la danse, ou plutôt au droit. En réalité, j'ai fait en parallèle des études de droit qui m'ont mené à écrire un doctorat sur la question du droit d'auteur dans le domaine de la danse et de la performance. Donc en fait, je viens de la danse et m'intéresser de manière assez concentrée, assez problématisée, assez obsessionnelle, je dirais, mais on est tous un peu obsessionnels ici autour de la table, j'imagine vous qui avez choisi de vous obséder pour le détail notamment. Donc je me suis obsédée, j'ai travaillé sur cette question de l'auteur et de l'interprète. Donc vous voyez bien que dans la question de la danse ou du théâtre ou de la performance, l'auteur c'est celui qui écrit, le chorégraphe, etc. Et en face, il y a l'interprète, c'est-à-dire celui qui va interpréter une partition. Alors, il ne faut pas que j'oublie d'actionner ça parce que personne ne va le faire à ma place. Voilà. Donc, et en articulant cette notion d'auteur et d'interprète, pour savoir entre celui qui écrit et celui qui finalement va jouer ou va interpréter la pièce, on voit comment on peut décaler le champ de la danse vers celui de l'architecture et se poser de la question de l'auteur qui est dans notre champ l'architecte et de l'interprète qui est l'usager, c'est-à-dire vous, moi, parce que l'usager, c'est pas un autre en réalité, on est tous des usagers de l'architecture, et la société est donc l'usager de l'architecture. Donc il m'a semblé que je pouvais agir sur le cadre pour émanciper la société. Donc s'intéresser aux lieux dans lesquels on vit, c'est-à-dire le logement dans lequel on habite, on n'en finit pas d'en parler, c'est un sujet inépuisable, la question des lieux de travail, la question de l'espace public. Agir sur ces cadres-là nous permettrait, c'est mon hypothèse de travail, d'émanciper la société en considérant que nous sommes les produits du milieu dans lequel on vit et qu'on est donc le produit de l'architecture et que l'architecture, par conséquent, parce que dans le fond, il y a toujours un raisonnement un peu mathématique derrière tout ça, l'architecture serait un levier. Alors, il y a un peu plus de 12 ans, ou à 12-13 ans, j'ai fondé un bureau de production et de communication qui s'appelle AA et dont la vocation est de mettre en résonance architecture et société, partant d'une culture qui est la mienne, celle du non-architecte qui, je vous ai passé certaines étapes, c'est quand même complètement plongé dans la question de l'architecture et de la société et de la manière dont on pouvait la construire, avec un passage à la Cité des sciences et de l'industrie, et ensuite quelques années de pratique au sein d'un collectif d'architectes qui s'appelait Plan 01, dont certaines des agences ont une trajectoire tout à fait intéressante encore aujourd'hui, et qui s'était engagé aussi dans une espèce de débat politique et culturel de l'époque. Voilà, donc je me suis engagée auprès des architectes pour ensuite créer mon propre lieu de travail. Et au sein de AA, ce que je fais, c'est que j'accompagne des porteurs de projets, que ce soit des gens qui soient inscrits dans la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire les architectes, les paysagistes, les urbanistes, les designers, mais aussi ceux qui sont en face, c'est-à-dire ceux sans lesquels leur travail finalement ne pourrait souvent pas avoir lieu, c'est-à-dire ceux qui sont
les commanditaires, ceux qui financent, ceux qui décident, donc les maîtres d'ouvrage, les politiques, les collectivités, etc. Voilà, parce que je considère aussi quelque chose que je voudrais partager avec vous, c'est que là, on est encore une fois dans un cénacle qui réunit des architectes. Et vous allez voir, c'est un milieu professionnel qui est extrêmement endogène, où il n'y a que des architectes qui, en réalité, parlent un peu aux architectes. Et moi, mon ambition, c'est vraiment de remettre l'architecture là où, dans le fond, elle devrait toujours être, et là où elle est, c'est-à-dire au beau milieu de la société, sinon le cadre formant notre société. Donc moi, ce que je m'attache à faire avec ceux qui sont, parce que la pratique voudrait que je l'appelle comme ça, mes clients, mais qui sont aussi et toujours des partenaires, des interlocuteurs avec lesquels on fait un bout de chemin de compréhension ensemble, ça va être de produire des éléments de compréhension sur leur manière de travailler afin d'activer les potentiels de leur travail et afin aussi donc de leur permettre d'avoir une trajectoire qui va être plus large, avec plus de résonance sur l'espace dans lequel on travaille. Et donc je choisis ces clients je les identifie par les ferments qu'ils portent pour également, à travers l'architecture qu'ils proposent, transformer cette société. Donc, d'une certaine manière, AA contribue à produire des éléments de récit, mais aussi produire des événements, produire des actions qui contribuent à une sorte d'activisme par l'espace, avec des propositions qui, je l'essaye et je l'espère toujours, ont de plus en plus de résonance dans l'espace public en dépassant le cadre passionnant, intéressant, hyper stimulant, mais quand même relativement restreint des gens qui s'intéressent à l'architecture. Voilà. Alors très rapidement, 2-3 projets pour vous montrer un peu ce qu'on fait. On a travaillé historiquement toujours avec Sophie Delay, qui est une partenaire de longue date. On a travaillé avec elle à plusieurs notions, notamment celle de désassignation qu'on lui a proposée et qui nous semblait très intéressante pour décrire son travail. Alors, comme je suis un peu fatiguée, ayant très peu dormi, j'ai évidemment oublié ce matin dans la chambre d'hôtel le book qu'on a fait pour et avec Sophie Delay, qui a cette particularité d'être un livre avec 2 entrées, auto-reverse un peu, une entrée par les projets et une seconde entrée par les thématiques qui sont celles de Sophie, qui ne cesse de continuer à poursuivre son travail. Aujourd'hui, elle est directrice pédagogique à l'EPFL. Et donc, les thématiques de Sophie, c'est le motif, l'interprétation, le partage, etc. Vous connaissez certainement son travail. Deuxième projet que je voudrais juste rapidement évoquer, on fait aussi partie parfois d'équipes de maîtrise d'œuvre, nous, AA, avec des missions qui vont être information, communication, concertation, production, voilà, production de contenu, écrit, sonore, etc. Dans un projet actuel que j'ai la chance auquel j'ai la chance de participer et auquel Rossio aussi, vous allez le voir plus tard, dans lequel elle est impliquée, le projet de la transformation de la tour des Poissonniers par Paris Habitat, un projet avec des architectes comme l'AUC Fagar Fontana. On produit actuellement un site internet du projet qui sera un mini-site de Paris Habitat dans lequel on a proposé, donc il y avait une vidéo, puis je ne vais pas la lancer, une manière très horizontale d'aborder tous les sujets dont la tour finalement parle, avec ce postulat de départ pour ce projet de communication qui est que la communication du projet, la com du projet est comme le projet. Et le projet, il est comment? Il est à 360 degrés sur un territoire des portes de Paris. C'est un projet qui s'inscrit dans la coproduction entre les acteurs qui le font, avec les maîtres d'ouvrage, mais aussi avec les usagers et avec les politiques toujours. Et c'est enfin un projet qui a vocation à questionner la fascinante question du moment, c'est-à-dire comment on peut valoriser les héritages de la modernité. Enfin, une dernière slide, un livre qu'on avait fait avec 3F, qui devait être un livre un peu coffee table book, et on a bien évidemment détourné cette perspective de juste faire un livre, un peu témoignage sur, à l'époque, 10 ans de transformation urbaine et d'ANRU, pour proposer à ce grand maître d'ouvrage qui fait du logement social, mais du côté privé, de faire un grand road trip dans toute la France. Et donc, on finit par un roman photo pour montrer à quel point ces quartiers, et c'était mon point de départ, sur la question de la rénovation urbaine, qu'il s'agissait en réalité de rénover le regard qu'on portait sur ces quartiers. Et donc, je suis partie avec un photographe qui s'appelle Julien Lanoux, et avec le postulat de départ qui est on arrête les photos vues du ciel, on arrête les vues du pigeon, les vues du 5e étage, on arrête la vue avant-après, parce que ça, en tant que citoyen, on l'a jamais, mais on se met à hauteur d'hommes et de femmes, à hauteur d'usagères, dans la rue, et on ne voit que ce qu'on a à voir, et ce qu'on voit, c'est absolument familier. Voilà. Donc, une dernière slide pour vous dire qu'aujourd'hui, la motivation de AA et du bureau et des différents partenaires et collaborateurs avec lesquels je travaille, c'est d'utiliser, c'est ce que je vous engage à faire,
Je voudrais finir là-dessus. Les outils de l'architecture pour transformer la société. Et les outils de l'architecture, c'est quoi? C'est d'être capable de faire une coupe de la société, c'est d'être capable de faire le tour de la question, c'est de faire une coupe, mais aussi de voir en plan. Il y a peu de gens qui sont capables de voir en coupe et en plan, simplement en 2 secondes d'intervalle. C'est quand même un exercice auquel vous êtes habitués. Et c'est une dextérité formidable pour analyser la société. C'est aussi, bien évidemment, on l'a déjà abordé, la capacité à construire, mais construire quoi? Construire des nouveaux récits, construire de nouveaux mondes, et surtout, vous le savez, il est urgent de construire de nouveaux imaginaires, de sortir de l'imaginaire carboné, de l'imaginaire de la vitesse, de l'imaginaire de la hauteur, de l'imaginaire du béton. On est tous complètement colonisés, un peu malades de ça, vous certainement aussi. Il va falloir construire ces nouveaux imaginaires pour entrer dans la période qui est la nôtre, et peut-être vous attacherez-vous à déconstruire l'architecture elle-même. C'est une vaste question, on va ouvrir le débat, mais je passe la parole. Je vais maintenant donner la parole à Rocio Calzado. Tu es architecte et urbaniste. Tu as fait partie du collectif des films documentaires d'Ocar, lauréat du programme FAIR au pavillon de l'Arsenal avec les films Des portes à porte. Tu collabores avec plusieurs urbanistes, bailleurs, municipalités pour concevoir des protocoles de maintenance qui favorisent l'innovation sociale. À ces propos, j'aime citer ta recherche doctorale que tu mènes à Paris Tech, où tu étudies la pratique des maintenances et leur lien avec la démolition et la transformation des HLM en Europe. Tu as préparé une présentation que j'ai donc ici. Présentation. Et merci pour être là parmi nous. Je te laisse la parole. Merci pour la présentation et merci à tous pour être ici. Et donc, on parle d'écriture. Moi, j'écris parce que je suis frustrée. Comme tous, peut-être. J'avais un professeur qui disait qu'on n'écrivait pas quand on était content, mais qu'on écrit juste quand on est un peu énervé, un peu aigri. Donc, je pense que c'est le cas. Et d'être frustré par la discipline de l'architecture, donc comme vous. Merci. Donc, comme vous, j'ai étudié architecture. Peut-être pas comme vous, parce que j'ai commencé en 2012 en Espagne, où ça faisait 4 ans que personne ne construisait rien. Donc, on savait que si on voulait être architecte, soit on partait, soit on n'allait pas devenir vraiment architecte. Et moi, j'ai tenu à devenir architecte, donc je suis partie, j'ai travaillé au Japon, aux États-Unis, aux Pays-Bas, en Italie. Donc, j'ai fait un peu le tour du monde et je suis quand même restée assez frustrée par les désengagements des agences d'architecture vis-à-vis de la crise écologique, vis-à-vis de la crise des logements. Et pas tous, non, on va dire, oh non, pas tous, mais bon, quand même, une belle partie des agences. Et du coup, écrire, ça a été la façon de comprendre comment, en tant qu'architecte, on pouvait s'engager avec ces enjeux et on pouvait amener quelque chose de nôtre, et pas forcément de se désengager de la pratique, mais de la regarder autrement. Et du coup, ce que j'ai essayé de faire, et ce que j'essaie de faire avec la pratique, surtout que j'amène en recherche, et que je la traduis avec différents types d'écriture, compris l'écriture de films documentaires, dont je vais vous en parler tout à l'heure. Donc, j'amène depuis quelques années un projet qui s'appelle Les soins de l'architecture. Au-delà de la démolition, les soins de l'architecture. C'est une recherche qui s'appuie sur mes études en architecture, mais mes études aussi en politique publique que j'ai fait après que j'avais pratiqué quelques années, que j'étais déjà bien aigrie. Et donc, j'ai commencé cette étude pour comprendre quels pouvaient être les rôles politiques de l'architecture, mais pas à travers des analogies ou des métaphores, mais en effet de comprendre comment l'architecture, parfois, elle influence la prise de décision politique, et peut-être avec des outils d'analyse politique, essayer de comprendre, mais c'est là que le bâtiment, en fait, a influencer un changement des décisions politiques. Et comme je ne peux pas l'étudier un peu partout, dans tous les cas, dans la politique en général, je me concentre sur une chose spécifique, et c'est la non-démolition des HLM, et pas seulement en France, mais du coup un peu en Europe, et la pratique de maintenance, parce qu'à la fin, on peut parler des HLM d'une façon très monumentale, mais et le vrai problème des HLM, c'est que les ascenseurs sont en panne, ou que l'escalier est sale, ou que les gens passent 10 ans en liste d'attente avant de l'avoir.
Donc c'est un peu la recherche que j'essaie de mener. Je la mène de 3 façons. Et une façon, c'est avec une thèse écrite et solitaire que j'ai fait à l'école des Pensées-Chaussées. Donc je sors un peu des institutions d'architecture et pour parler de l'architecture, mais du coup avec un petit peu plus de distance. Je l'ai fait aussi en tant que film documentaire. Et ça, c'est parti d'un peu ce que je voulais parler ici, de comment on peut utiliser l'écriture à différents formats. Et je l'ai fait aussi en tant que projet de consultation, on va dire, pour la ville de Paris, qui s'intéresse au sujet et que du coup, on a conçu un groupe de recherche un peu plus large avec des jeunes de l'école de Belleville, de l'école des Mines et de l'école des Pensées-Chaussées pour expliquer à la ville de Paris comment ils savaient à l'époque maintenir leurs immeubles et comment ils ont perdu petit à petit cette pratique de maintenance. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la recherche, mais ce que je voulais peut-être vous montrer, c'est qu'on écrit, on peut utiliser l'écriture avec différents registres. L'écriture, elle est malléable. Ce que c'est très beau et ce qui nous met en tant qu'architecte dans une belle position de médiation. On peut écrire pour des scientifiques et du coup, on peut prendre un vocabulaire très scientifique et publier dans des reviews avec les politiques, qui lisent les sciences politiques, les économistes, etc. On peut parler aux archis et du coup utiliser un autre type de langage, peut-être un peu plus, avec plus des analogies et plus poétique, où on met aussi beaucoup de photos. Et où on peut parler aussi avec, bon, ça c'est le collectif de coup des Docars que j'ai créé avec un collègue, justement pour ne pas parler seulement à chercheurs ou pas parler seulement aux architectes, mais parler à ma famille, par exemple, qui ne sont pas des architectes ni des scientifiques, mais qui étaient curieuses de voir ce qu'on faisait. Donc on s'est dit, avec un médium audiovisuel, on arrive à communiquer encore plus. Ce qui est drôle des films documentaires, c'est qu'on doit beaucoup écrire et à la fin de la journée, on ne va pas lire, on va voir un film. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas écrit avec ça, donc on écrit beaucoup derrière, mais ce qu'on va voir à la fin, c'est voilà, juste des images. Donc les images que vous voyez là, c'est les images d'un premier film qu'on est en train de faire avec les pavillons de l'Arsenal, mais du coup en collaboration aussi avec AHA, et ici présente, sur la non-démolition de la tour de Poissonnier. Et et quel rôle a eu le bâtiment lui-même à changer la vie des bailleurs, de finalement pas les démolir. C'est pas le seul projet qu'on a. On collabore aujourd'hui avec les Maxi à Rome sur un projet européen sur les grands ensembles en général et les différences, et avec le musée d'architecture de Belgrade aussi sur la décroissance et la pas maintenance des grands ensembles. Donc merci. Merci beaucoup. Je voudrais maintenant utiliser les temps qu'on a encore à disposition dans cette table ronde pour engager la discussion entre les intervenants, mais surtout la discussion entre vous et les intervenants. Donc évidemment, moi, je serai soucieux de poser une série de questions à mes collègues ici, mais avant tout, je voudrais vous donner la parole, étudiantes et étudiants. Est-ce que vous avez des questions, des curiosités, des commentaires à faire avec quelqu'un ou quelqu'une de nos intervenantes et intervenants? Merci beaucoup. J'ai une question peut-être un peu globale qui s'adresse à tout le monde. Vous parliez au début par rapport à la pratique de sortir un peu de cette volonté toujours de voir l'architecte comme quelqu'un qui va construire. Et du coup, par l'écriture, est-ce qu'on a déjà pu vous critiquer ou vous êtes déjà posé la question de dire l'écriture, c'est quand même un outil un peu d'intellectuel qui s'adresse aussi à des intellectuels et que finalement, ça ne s'ancre pas vraiment dans une réalité concrète et qu'on va toucher qu'une seule partie des gens, de la population, mais qu'on va pas, on va pas toucher un peu le cœur de la réalité et le vif des sujets. Parce que finalement, les gens qui sont touchés par l'architecture, qui la vivent, c'est pas forcément des gens qui lisent ou qui sont touchés par cette forme de travail-là. Et du coup, est-ce que vous êtes déjà posé la question de dire, est-ce que finalement, par l'écriture, on a, sans parler forcément d'impact, mais est-ce qu'on y trouve réellement un sens dans une réalité concrète? Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre. Je pense que c'est une très bonne question et c'est une question qu'on se pose très très vite quand on commence à écrire.
Alors, l'écriture, elle est aussi d'ordre très différent. C'est-à-dire qu'il y a les chercheurs, il y a les journalistes qui vont écrire. Je crois que Maryse, elle écrit aussi Maryse Quinton écrit aussi dans des revues grand public comme Idéat, et elle écrit aussi Danda. Donc il y a des niveaux de lecture, très clairement. Et c'est vrai que beaucoup dans le monde de l'architecture, enfin des revues, il y a toujours eu un peu cette utopie de s'adresser à la fois aux architectes et au grand public. Et je dois avouer que c'est quand même un échec. Ça intéresse que les gens de l'architecture. Alors c'est très compliqué. Moi, on m'interviewe, moi j'ai interviewé à la télévision, tout ça, j'ai pas le même discours. Évidemment, j'adapte mon propos. Après, je pense qu'il est nécessaire que dans l'écriture, il y a un temps de réflexion. Par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de débats sur savoir s'il y a les chercheurs praticiens et des chercheurs théoriciens. Moi, je pense que c'est un débat un peu stérile parce que je pense qu'il faut les deux. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment, il y ait des gens qui se concentrent uniquement sur la théorie, voilà, qu'ils avancent, et puis d'autres qui, à travers la pratique, avancent et écrivent, et qu'à un moment, ces gens se rencontrent. Je crois, quand on dit transdisciplinarité, je crois pas en un tout. C'est-à-dire que l'utopie des architectes qui étaient peintres, musiciens, etc., c'est très bien, mais ça n'existe plus. Je pense que c'est bien qu'il y ait des gens qui fassent des choses différentes, qui se rencontrent et qui parlent beaucoup. Voilà. Alors après, c'est vrai, ce qu'on écrit, ça n'est pas pour le grand public, très souvent. Alors après, Annabelle Hagman, qui a une agence de communication, en fait, tu t'adresses quand même la plupart du temps, tu t'adresses aux journalistes d'architecture, même si tu essayes, mais un peu désespérément, il faut le dire, d'attirer la presse grand public, mais qui s'intéresse très très peu à l'architecture. C'est-à-dire que dans le monde de l'architecture, de la presse d'architecture, on connaît tous des journalistes dans les grands journaux qui aiment l'architecture, mais ils ont beaucoup de mal à en parler, ils n'en parlent pas, ça n'intéresse pas le grand public, parce qu'il y a une telle inculture que les lecteurs sont très peu intéressés par ça. Mais c'est une question vraiment très intéressante. Je réponds quand même. Cette semaine, en une semaine, on a eu 2 articles dans Le Monde, un article dans Libé. Donc c'est quand même même si c'est les journalistes qui les ont écrits ont une connaissance en architecture, parce qu'il faut en avoir une pour écrire sur l'architecture, mais c'est quand même des médias grand public, etc. Et je pense que quand même, oui, effectivement, moi c'est une quête, comme je vous le disais. L'idée c'est de décloisonner, c'est de faire passer des messages et de s'adresser au plus grand nombre. Et quand on parle d'inculture, déjà ça peut aussi dénoter peut-être d'une forme de hauteur sur lequel on serait perché, et qui est peut-être ça qu'il faut justement questionner, c'est-à-dire qu'il faut trouver la manière de faire de cette discipline qui concerne tous les aspects de notre société et notre avenir, il faut en parler autrement, peut-être ce serait ça le sujet, et donc désespérément. Je crois qu'il y a une chose dans l'écrire, et c'est le rythme. Et une chose qui m'a un peu écarté de la pratique du projet, c'est le rythme et l'habitude. C'est comme aller à la gymnastique ou faire du sport, quoi. On écrit. Et il y a des moments donnés où on peut avoir un impact très important. J'ai déjà écrit des articles dans des journaux qui ont empêché soit des démolitions, soit des constructions. Pas beaucoup, c'est vrai. Mais à ce moment-là, il faut qu'on aille les instruments et que les instruments soient, comment dire, le couteau est bien aigu mais ce que je voulais dire, c'est que, et je vois ça chez la maison d'édition, les livres qu'on fait d'architecture ne sont pas lus par des architectes. Et c'est au moment quand on a compris que ce sont des livres d'architecture, ils parlent d'architecture, parfois on fait des livres de photos, d'autres choses, mais en général les livres d'architecture, la plus grande part des clients, ce n'est pas des gros tirages, ce sont des tirages modérés quand même, ne sont pas les étudiants d'architecture ou nos copains les architectes, mais c'est un public qui existe et qui s'intéresse d'architecture comme pensée, comme production intellectuelle. Parce que c'est avec nos têtes qu'on pense et qu'on imagine le monde d'une façon ou d'une autre. Et c'est là que nous, en tant qu'architectes, on peut contribuer pour cette construction collective de notre temps.
Moi, je pense que la chose la plus importante pour nous tous, ce n'est pas celle de devenir fameux, de devenir sur la vague des TikTok ou Instagram ou je ne sais pas quoi. Notre objectif, c'est celui de nourrir des connaissances à n'importe quel type de niveau. C'est clair que moi, par exemple, je parle de mon expérience, hein, donc, moi, j'espère, après, je ne sais pas, mais j'espère que ce que j'écris puisse aider à une nouvelle forme d'architecture. Et donc, ce que j'écris puisse être lu, comment dire, entériné par les architectes pour avancer la discipline de l'architecture. Parce que pour moi, mais ça à nouveau, c'est ma vision personnelle, l'architecture sans connaissance n'est pas probablement une vraie architecture. Même les bâtiments se nourrissent des textes, des performances, des expositions, des livres et même de notre propre vie. Donc, tout doit nourrir les projets. Et ça, c'est très important pour votre profession future. Après, l'autre question, c'est plutôt comment vivre de l'écriture. Et je crois que nous tous et toutes, on s'est confrontés, quelqu'un d'entre nous l'a dit, c'est quelque chose de difficile. Il faut trouver un parcours à soi-même, qui parfois est difficile. Donc, vous avez vu, certains, ils ont commencé dans la profession, après, ils sont arrivés dans l'édition. D'autres ont fait des doctorats, ils sont en train de faire des doctorats, et après, ils ont posé la question, et après, qu'est-ce qu'on va faire? C'est très compliqué, et il faut avoir de la persévérance, il faut le vouloir vraiment, parce que c'est très difficile. Je voudrais revenir un peu à la question, avant qu'il y ait une deuxième question, je vois Cédric. C'est que j'ai un peu pressenti dans votre question une sorte de crainte, un manque de confiance en disant c'est un monde d'intellectuels, est-ce qu'on est en architecture, qu'on n'est pas forcément intellectuel. Ça, je le comprends très bien, il y a des gens qui lisent pas. Et je voudrais vous dire une chose, c'est que moi, j'ai écrit très tard finalement, j'ai travaillé une dizaine d'années dans les agences à Paris, j'ai fait les grands concours, le grand stade, la grande bibliothèque, tout ça. Et quand je me suis mis à écrire, ça a été vraiment une révolution. Parce que jusqu'à présent, quand je voyais de l'architecture, évidemment, j'avais des émotions, je pouvais en parler avec des amis, mais souvent, on était un peu dans le jugement, dans l'émotion. C'est beau, ah ouais, c'est bien. Mais bon, et on a l'impression qu'on a un avis sur les choses, mais en fait, quand on écrit, on n'est plus dans le jugement. Il faut expliquer pourquoi on trouve ça beau. On ne peut pas dire c'est un espace généreux, ça ne veut rien dire, c'est pourquoi il est généreux. Et l'écriture, ça oblige tout le monde, même si vous ne savez pas bien écrire, ça vous oblige à un moment réfléchir pour que vous sachiez vraiment pourquoi vous faites les choses. Et je pense que cet exercice d'écriture, il est souvent difficile, et vous avez souvent, beaucoup d'entre vous, c'est un peu... c'est difficile, on dit, oh, mais c'est justement difficile parce que ça vous oblige à accoucher de ce que vous pensez vraiment, de sortir du jugement, de l'impression, du sentiment. Le sentiment, ça aide pas beaucoup à faire les choses. Quand vous allez voir un bâtiment et que vous dites pourquoi il m'a ému, c'est pas en disant ah la matière est belle, la lumière est belle. Bon, ça veut rien dire. Mais pourquoi elle est belle? Pourquoi elle est plus belle? Une lumière du matin qui tombe sur une poubelle, ça peut être très poétique aussi. Hein, et donc écrire, c'est vraiment important. Et j'aimerais vraiment en tout cas, évidemment, après l'écriture, c'est aussi un travail d'intellectuel. Mais c'est avant tout quelque chose qui est accessible à tous. Mais ça demande un petit effort et vous verrez, ça paye. Quand vous aurez essayé d'écrire, vous serez posé des questions, vous aurez été jusqu'au bout sur vos projets ou sur les projets de vos amis. Et ça, c'est très, très important. Moi, si je peux intervenir juste une seconde là-dessus? Oui. Vous m'entendez? Absolument. Oui, pardon. Moi, je comprends une sous-partie à la question qui m'intéresse pas mal, c'est la question de l'accessibilité en fait, à l'écriture et à l'accessibilité aussi à l'objet imprimé. Et une troisième part, c'est est-ce qu'on a tous le luxe d'avoir le temps et l'argent de pouvoir écrire? Et c'est une question intéressante, je trouve. Enfin, c'est trois questions qui je pense, tournent autour de la question principale. Et aujourd'hui, les choses changent beaucoup. C'est-à-dire que notre rapport à l'écriture, en tout cas les étudiants ont un rapport à l'écriture qui est très différent d'avant. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas, je pense que vous ne vous rendez pas compte, mais vous lisez beaucoup.
quand même, mais par d'autres biais. Le digital notamment, et un peu moins peut-être le papier, même si on force et qu'on essaie toujours de militer pour le papier et essayer de faire des choses tangibles, les choses changent malgré nous et malgré ce qui se passe, c'est une réalité. Donc ça, c'est la première chose. Et du coup, vous avez une accessibilité à la lecture qui est en fait, on va dire, un peu plus facilitée. La deuxième chose, c'est que, évidemment, en fait, acheter une revue à 30 ou 20 ou même 20 euros, il faut quand même avoir le budget de pouvoir l'acheter tout le temps. Et cette accessibilité-là, même en tant qu'architecte, en tant que jeune étudiant, ben, c'est des questions qu'on se pose tous les jours. De se dire, est-ce qu'on rend assez accessible les choses? Et est-ce que c'est une question à la fois marketing ou c'est une question de positionnement? Est-ce que c'est une position euh, éditoriale franche? Ça, c'est des choses qu'on se pose. Je n'ai pas vraiment la réponse, mais en tout cas, elle fait écho beaucoup à ce qui se passe en ce moment, que les choses changent beaucoup et que ça déplace énormément. Et la manière avec laquelle on écrit est un peu le résultat. C'est-à-dire que je pense que des gens qui ont les moyens de faire un doctorat, les moyens de pouvoir accéder à ça en architecture, c'est quand même assez compliqué. Le doctorat n'est pas forcément financé, donc ça crée aussi une distance. Donc je comprends la question aussi de cette manière-là, c'est que oui, écrire, c'est pas facile. Et comme le dit Emmanuel, c'est accessible à tout le monde, mais il y a des barrières économiques et en tout cas sociétales et d'éducation aussi qui sont là. Donc il faut tout prendre en compte et essayer d'en faire un équilibre et d'aller aussi toquer aux bonnes portes. Par exemple, moi, en tant que personne, j'ai pas pu me lancer dans un doctorat parce qu'il fallait que je travaille, parce que j'avais vraiment besoin de voir gagner mon argent pour pouvoir payer mes études. Donc c'est quelque chose que j'ai pas pu faire. Et ça, c'est des choses qu'il faut aussi contrebalancer dans dans les décisions, quoi. Merci Christophe. Si je peux rebondir avant de donner la parole à Cédric avec une réflexion qui fait un peu la suite à ton commentaire et certains autres commentaires et qui a à faire notamment avec la question d'accessibilité. Alors, de façon un peu provocatrice, si je peux me permettre, je voudrais évoquer l'effet d'un acteur en particulier, c'est-à-dire à qui on s'adresse, comme disait André. Si on reste sur la question, même avant de sortir des écoles d'architecture, même avant d'aller dans les rues et de parler aux habitants, restons pour un moment sur la question des acteurs qu'on a ici dans la salle, c'est-à-dire les nouvelles générations, les jeunes générations, donc des étudiantes et étudiants d'architecture. Parlons d'accessibilité alors. Moi, je trouve que comment dire, c'est vous-même, étudiantes, étudiants, et nous tous, on a la chance de pouvoir accéder avec la plus grande facilité possible par rapport à ce qui est l'histoire de l'humanité au savoir. Donc, c'est pour ça, je la trouve provocatrice parce que, Christopher, tu parlais, disons, de coût des livres, etc. C'est une question. Moi, je trouve que de façon générale, un peu pour vous provoquer, considérons les faits que par rapport aux accès à la lecture, aux accès aux traités, aux accès aux livres d'un habitant d'Alexandrie d'Égypte, par exemple, qui avait quand même une grande belle bibliothèque à une époque, nous, on a la possibilité d'accéder facilement à un savoir incommensurable par rapport aux générations précédentes. Donc, on a aussi une responsabilité qui va avec, je pense, ça. Alors, la question que je pose à mes collègues, c'est comment, aujourd'hui, on peut faire face à la question d'accessibilité si à l'intérieur des écoles d'architecture, par exemple, on considère les faits, c'est un fait, je crois, que les bibliothèques commencent à devenir des lieux de plus en plus vides, que l'utile objet, soit du livre, soit du périodique d'architecture, s'éloigne par rapport au support que nos étudiantes et étudiants, de façon quotidienne, à vous après de démentir ça, utilisent pour accéder, par exemple, aux références de projets, à accéder à un savoir. C'est plutôt l'intelligence artificielle Oracle qui, de plus en plus, aujourd'hui, peut même parfois substituer les enseignants. Donc, qu'est-ce que c'est de l'accessibilité à l'écriture, à la lecture, aujourd'hui, quand on fait face aux questions et à la réalité des nouvelles générations?
merde. Non, allez. Rossio, vas-y. Non, Cédric. Je voulais répondre à une question de Lilou de manière très caricaturale. Donc, à la limite, je peux continuer dans les nuances, ça me paraît très bien. Moi, je vais mettre les pieds dans le plat. Bon, pour répondre à Boris, je me fais la réflexion parce que du coup, je vois aussi les bibliothèques d'architecture de plus en plus vides. Et c'est peut-être qu'ils n'ont pas les livres que les étudiants d'architecture ont besoin à ce moment. La pratique de l'architecture s'ouvre de plus en plus à des enjeux sociétaux à lesquels on ne répond pas juste avec l'architecture. Parce que si on trouve plus des livres de politique, d'écologie, les étudiantes, ils arrivent à comprendre comment mobiliser tout ça ensemble. Si on essaye de répondre aux enjeux d'aujourd'hui qu'avec l'histoire, sans doute l'histoire elle est importante et sans doute elle nous peut aider à répondre à certains morceaux, mais on ne va pas avoir là la totalité des réponses. Donc il y a peut-être un enjeu de qu'est-ce qu'on trouve dans les bibliothèques aujourd'hui, sur pourquoi on trouve des livres d'histoire, mais on ne trouve pas les étudiantes. Peut-être là la solution. Oui, et cette idée, elle continue aussi dans le domaine de la publication. On a parlé des articles scientifiques et du domaine de la recherche qui a complètement écarté le livre en tant que forme. Il y a encore le livre dans les institutions culturelles, dans des musées, des catalogues d'exposition. Il y a mais dans l'enseignement, dans les universités, même si les écoles d'architecture en France essayent de s'échapper aux universités, il y a une culture qui n'est plus celle du livre. Et celle du livre existe, elle est très forte, comme tu le dis, et elle est encore plus forte aujourd'hui qu'elle était il y a une vingtaine d'années. L'accès au livre, c'est incroyable. Il faut bien sûr avoir l'argent, mais ils sont beaucoup plus rapidement disponibles et accessibles. Mais les réseaux sont d'autres réseaux, je dirais. Et la bibliothèque, finalement, elle peut résister en tant qu'espace, en tant que typologie architecturale, si on aime citer le 20e ou le 19e, comme un espace social. Et c'est surtout un espace de rencontre, c'est surtout un espace de travail dont on a besoin dans nos villes contemporaines et aussi dans les écoles. On habite des petits appartements, alors il faut travailler à l'école, alors on a marre de l'atelier, on va en bibliothèque et on trouve d'autres gens en bibliothèque, ça devient amusant, on fait des connaissances, etc. Et ce rôle social de la bibliothèque, il est fondamental, il est au-delà des livres, je dirais. Absolument. Cédric ? Oui, voilà. Non, ben, moi, je voulais réagir en fait à la question de Lilou. Alors, je trouve ça super bien que vous ayez réussi à nuancer les choses, à être très subtil en fait dans la réponse à la question que vous avez posée. Moi, je vais en fait sortir de mon devoir de réserve, mettre 2 gros sabots dans les chaussures et sauter à pieds joints dans le plat, mettre les pieds dans le plat et alors, pour continuer dans l'allégorie vestimentaire, je vais même endosser la casquette, de l'engagement politique, on va dire ça comme ça. Non, la figure de l'intellectuel élitiste surplombant la masse, baignant dans la merde, c'est une stratégie de l'extrême droite pour diaboliser la notion d'intellectuel, et c'est aussi une stratégie pour détruire la question des connaissances et de l'intelligence. Ne tombez pas dans le panneau. Je veux dire, on peut et on doit dire des choses comme ça aussi, étant donné l'état du monde et l'heure actuelle et ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, c'est une destruction de l'intelligence, c'est pas autre chose. Donc voilà, on est dans un milieu intellectuel, effectivement, qui arrive à nuancer, préciser, subtilement organiser, peser le pour, le contre et le truc et le machin. Il faut juste savoir qu'en face, il y a d'autres types de stratégies, et ces stratégies, il ne faut pas tomber dans le panneau, quoi. Voilà, moi, c'est juste ce que je voulais dire de façon très brutale, à la grosse hache, et pas du tout nuancée. Oui, j'avais juste une question, si vous le permettez, parce qu'on est un peu en retard. Sur le doctorat et la recherche, je trouve
lancer une recherche sur la pratique de la maintenance dans le logement social assez fondamentale aujourd'hui. Là, je me positionne en architecte praticienne qui répond à des marchés publics, mais tout en ayant été du côté des collectivités dans la maîtrise d'ouvrage public, c'est la prochaine table ronde. Où aujourd'hui, la maintenance, on sait que c'est ce qu'il y a de plus complexe. Moi, je voulais savoir si quand vous entamez une recherche comme ça qui va demander un certain nombre d'années, d'écriture, de production, vous avez déjà une idée de la manière dont elle va être appréhendée ou utilisée à la fois par les bailleurs sociaux, par les architectes, par les collectivités, puisqu'aujourd'hui, on se retrouve un peu dans un virage où on prône la réhabilitation thermique de ces fameux collectifs, immeubles collectifs, où l'architecte, il n'y a plus d'architecture en fait, puisque l'architecte aujourd'hui est relégué au second plan. C'est souvent les bureaux d'études ou les entreprises générales qui sont mandataires, et où l'habitant n'a plus sa place, puisque dans les projets de rénovation urbaine, même si on fait beaucoup de concertation et de démarches participatives, finalement, on ne les écoute pas tellement. Et on a plutôt tendance à démolir pour reconstruire différemment. Donc, quand vous entamez comme ça une élaboration de recherche dans un doctorat, est-ce que vous savez déjà ou est-ce que vous envisagez déjà comment vous allez pouvoir le mettre en pratique derrière ou le partager ? Merci pour la question. Oui, l'idée c'est de travailler depuis le début, en effet, avec les bailleurs et avec la ville de Paris, et justement pour savoir vers où on va. Donc la recherche a 3 enjeux. Le premier, c'est de conceptualiser qu'est-ce que c'est la maintenance, parce qu'il est moins évident que ça. La maintenance, elle est faite par les gardiens, par les techniciens, par les habitants lui-même. Donc déjà, d'avoir une idée partagée de quoi on parle quand on parle de la maintenance, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quelle est la couche politique de la maintenance, parce qu'elle est instrumentalisée. La maintenance ou la manquance de maintenance est quelque chose qui est utilisé par des différents acteurs pour mener le bâtiment vers une réalité spécifique. Donc, prend un historique de comment la maintenance elle a été instrumentalisée, nous aide à conceptualiser du coup qu'est-ce qu'on veut de la maintenance pour l'avenir. Et du coup, la troisième couche, c'est ce que vous demandez tout à l'heure, l'avenir de la maintenance. Et là, on travaille avec les architectes, les bailleurs et les municipalités. Donc, surtout avec les bailleurs, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre, d'étudier au sein du bailleur comment eux, ils conceptualisent la maintenance, parce que même eux, ils ne savent pas, parce qu'il est complètement divisé. Donc, ils n'ont aucune idée dans l'ensemble comment ils pratiquent la maintenance. Déjà, d'étudier ça et de les expliquer. Et après, de les aider à intégrer la maintenance dans les volets, dans les cahiers dans la demande qu'ils vont poser aux architectes. Donc, à travers les bailleurs, forcer aux architectes, pas seulement à répondre à une transformation lourde qui va devenir au même état 10 ans après, mais de devoir, depuis le début, commencer à proposer un projet de transformation, proposer aussi un projet de maintenance de ce bâtiment. Et du coup, le volet aussi avec la ville de Paris, c'est de prendre un peu plus, de façon plus holistique qui sont tous les acteurs, parce que pareil, la ville... de ce que je peux voir maintenant, la ville de Paris n'a aucune idée non plus de tous les réseaux qui se mobilisent pour maintenir, et surtout de comment ce réseau s'est réduit dans les dernières 100 ans. Donc voilà les différentes couches qu'on mobilise. Merci. Je pense qu'on va plutôt vers les... Conclure. Oui, c'est ça. Moi, je voulais juste dire un mot. Je pense aussi, peut-être pour être un peu schématique, que derrière la question du livre qu'on a abordé, il y a surtout la question d'écrire. Derrière la question d'écrire, il y a la question des mots. Et moi, je pense que clairement, les études d'architecture, les écoles d'architecture ne forment pas suffisamment les futurs architectes à la manipulation du langage. Parce que c'est essentiel, non pas simplement de savoir faire un bon projet, mais savoir de l'expliciter, de savoir le décrire pour convaincre. Donc ça, il y a quand même une culture prédominante du projet, et peut-être aussi de la charrette, qui fait qu'on n'investit pas suffisamment dans la manière dont vous allez pouvoir ensuite raconter, écrire les projets. Ça, c'est clair. Je suis en proximité avec des architectes, j'en ai dans mon équipe, etc. Parfois, j'interviens en PFE et ça me frappe, et je trouve ça dommage. Donc c'est quand même aussi un message au directeur d'école d'architecture et à tous les autres. Et aussi, second point, pour conclure, pour revenir sur votre question, mademoiselle, oui, c'est clair qu'en écrivant, vous ne serez jamais aussi fin que les gens qui auront fait 10 ans de philosophie, ou 5 ans de philosophie, ou 5 ans de sociologie, ou 5 ans d'anthropologie, et on pourra vous le reprocher, vous n'avez pas été formé à ça. En revanche, vous avez été formé à quelque chose d'essentiel, et ne l'oubliez pas si vous allez dans l'écriture, c'est que vous avez cette sensibilité au cadre bâti, et vous êtes les seuls à l'avoir, vous êtes les seuls à avoir la compréhension du petit et du grand, et de la manière dont on peut les connecter, l'intime, l'usager, etc. L'humain, c'est vous, les ressources, c'est vous qui pourrez en parler, et vous seuls, et vous êtes les seuls à pouvoir mettre ça au service d'un projet d'écriture.
Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour conclure. Merci. Je pense que Est-ce que je peux prendre la parole, Boris? Oui, absolument. Pardon. Maryse. Oui. Oui, je voulais rebondir sur deux choses. La première, sur la question des bibliothèques. C'est vrai que moi, en tant qu'enseignante, je refuse de rentrer dans ce cliché les étudiants ne mettent plus les pieds à la bibliothèque, ils ne s'intéressent plus. Je pense qu'effectivement, comme ça l'a été dit, ils trouvent peut-être pas non plus dans la bibliothèque tout ce qu'ils recherchent. Enfin, les questions qui intéressent beaucoup nos étudiants aujourd'hui, les questions de genre, les questions écologiques. Il n'y a pas forcément la littérature entre guillemets qui répond à ces questions-là dans nos bibliothèques d'architecture. Alors encore une fois, je ne connais pas toutes les bibliothèques, mais peut-être effectivement que l'histoire ne peut pas répondre à tout, surtout pas aux questions que les étudiants se posent aujourd'hui. Et le deuxième point, pour rebondir sur ce que disait Annabelle et ce que j'évoquais aussi en préambule, c'est vrai que je trouve qu'il y a un vrai sujet de la question de l'écriture et du langage, effectivement, parce que les deux sont complètement liés dans l'enseignement, dans les écoles d'architecture. C'est vrai que peut-être qu'il y a des écoles où l'écriture a une place autre que l'exercice imposé d'écriture qui est souvent vécu comme une contrainte, mais je pense que c'est une vraie question à soulever et qui devrait traverser tous nos enseignements du premier jour de l'école jusqu'à la soutenance de mémoire HMO, quoi. Merci Maryse. En dépit de la riche discussion, je suis obligé à arrêter cette table ronde. Donc la table ronde s'arrête, mais la discussion se poursuit. On aura une pause de 15 minutes maintenant avant le début de la prochaine table ronde. Je rappelle à tous les étudiants et étudiantes que vous aurez aussi l'occasion de pouvoir échanger directement pour des questions plus spécifiques avec les acteurs et actrices qui aujourd'hui vous ont présenté cette plongée sur la question de l'écriture, comme dans les autres aussi objets des autres tables rondes. Donc merci à vous toutes et tous. Et donc, on se retrouve ici à 11h15 pour les débuts de la prochaine table ronde dédiée à l'architecture publique. Merci beaucoup. Et je voudrais en profiter pour dire qu'à la Revue d'Art, on cherche des stagiaires en écriture. Voilà, à partir de janvier, sur 6 mois. Donc, si ça intéresse des gens, vous contactez la rédaction. Il y en a. Je crois que ceux qui viennent sont très contents d'être venus. Donc, bienvenue. Merci.